Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Ce volume ainsi que le second, L'adulte, donner une maison à l'enfant, est un recueil de souvenirs. Ces souvenirs ne sont pourtant pas des anecdotes, mais des écrits qui marquent les étapes d'un travail de recherche engagé dans le domaine analytique depuis les débuts de ma pratique. Nombre d'articles et conférences ont pu faire l'objet de diverses publications. Le thème de celle-ci peut se retrouver dans les différents chapitres de ce livre. J'ai toujours eu l'habitude de développer amplement une future publication, avant de la livrer en format réduit soit au public, soit à l'impression. C'est ainsi que certains chapitres ont un développement plus important que d'autres. Il n'aurait pas été possible de les livrer tels quels à un auditoire ou même à une revue. D'autres sont assez courts et n'ont jamais été publiés. Nous trouverons parmi ces écrits quelques textes destinés à un public d'éducateurs aussi bien que de psychologues, sinon de psychanalystes. Mais l'arrière-plan analytique est toujours présent, car il est à l'origine de ma compréhension des faits même les plus simples, s'il en existe du moins car dans l'humain rien n'est simple. Le fil rouge qui court le long de ce premier tome est fait de mon expérience auprès des enfants et même des bébés. L'observation de bébés selon la méthode BIC a constitué le fondement sur lequel je me suis appuyé pour à la fois reconnaître le noyau de l'identité adulte et infantile, et pour nourrir la progression de ma recherche. C'est grâce à l'attention portée au comportement des nourrissons que BIC a pu découvrir elle-même l'existence d'un autre espace psychique que celui qui nous fut habituellement présenté comme étant celui dans lequel se situe la vie psychique. Je veux parler de l'espace en 3 dimensions. Oser penser le monde psychique à partir d'une autre dimension, en l'occurrence la bidimension, nous amène à transformer le sens donné à certains événements psychiques. C'est probablement en m'étayant sur l'audace et le courage de BIC que j'ai tenté moi-même non pas d'inventer une autre donnée de l'espace psychique, mais une autre donnée de sa dynamique. Freud a été comme pour tout ce qui suscite notre activité de pensée en psychanalyse, le premier point à partir duquel nos rencontres ultérieures se sont croisées pour nous permettre à notre tour d'oser poursuivre sa recherche. C'est ainsi que l'ensemble de ces écrits repose d'abord sur les 2 expériences fondamentales pour le développement de ma pensée. Celle de l'enseignement apporté par l'observation de type psychanalytique du bébé dans sa famille, d'une part et d'autre part par l'approfondissement de ce qu'implique l'étude de la seconde théorie des pulsions chez Freud. L'opposition entre pulsion de vie et pulsion de mort, entre Eros et Thanatos, entre les forces de liaison et les forces de déliaison, m'a conduit directement à reprendre le concept de moi narcissique en tant qu'héritier du moi narcissique déjà mentionné par Freud en 1915 dans Pulsion et destin des pulsions, bien avant qu'en 1920 il ne prolonge selon moi cette conception avec son texte Princeps, au-delà du principe de plaisir. Je n'ai fait que d'associer cette conception freudienne du moi narcissique à la conception d'une pulsion de mort qui est agie en silence, afin de délier ce qui fut lié par la pulsion de vie, pour concevoir à mon tour l'instance que j'ai nommée également moi narcissique. J'ai opposé, comme l'a fait Freud dans ce même texte, le moi narcissique au moi réalité. J'ai pris cependant soin de différencier ces 2 moi dans les lignes de force qu'ils impriment à la psyché. Reprendre la suite de mes écrits me met en face du constat selon lequel à la fois l'observation de bébé, le monde primitif dans lequel il est profondément plongé par définition, et la découverte de la pulsion de mort se sont associés en moi pour engendrer dans ma pensée le concept de moi narcissique. S'oppose à la pulsion de vie et au développement des liens dont nous percevons les origines, et la construction chez le tout petit, la pulsion de mort en tant que frein à ce développement. J'ai réuni les 2 concepts sous celui de l'identité du moi. Il aura bien fallu que cette identité se fonde dans les liens entre le moi et son objet, pour que se développe dans la réalité le moi-réalité du bébé, de l'enfant et puis de l'adulte. L'identité d'un moi qui ne passerait pas par cette liaison fondamentale serait associée à une force qui prétendrait maintenir l'identité du moi sans avoir recours à ce lien. Cette force trouverait sa raison d'être dans l'illusion primitive portée par le moi narcissique. Je pense avoir poursuivi le travail de Freud sur le narcissisme primaire en faisant du moi narcissique l'instance qui gère ce dernier. Le moi narcissique se vit à l'origine du monde qui l'entoure par opposition au moi réalité qui, dans son travail de liaison avec ses objets,
permet le développement des identifications introjectives et du narcissisme secondaire car secondaire à l'introjection de l'objet. Autre grand phare ayant présidé au développement de ma pensée, grâce au remaniement qu'elle a effectué des conceptions de Freud par son travail auprès des enfants, M. Klein. Je lui dois d'avoir accompagné ma recherche à chaque moment ou à chaque étape de cette dernière, en raison non seulement de la dimension concrète qu'elle a donnée à la base de la vie psychique dans le moi réalité, en raison de son appréhension des attaques dont celle-ci est l'objet, mais également en raison du sens plein qu'elle a donné à l'existence des processus de liaison dans l'organisation psychique. M. Klein a donné forme à une structuration du monde qui s'appuie sur la mobilisation narcissique du moi, au service du contrôle de ces objets par sa conception de la position schizoparanoïde. Mais elle a aussi donné forme à une structuration du monde qui s'appuie sur la mobilisation des liens qui rattachent depuis l'aube de la vie ce même moi à ces objets. C'est la position dépressive. Cette conception d'un attachement à l'objet, d'un amour qui passe à travers l'épreuve de la perte, est un trésor conceptuel dont il me semble que l'on n'en a pas assez exploité la richesse. C'est grâce au maintien de ce point de vue dans toutes les investigations psychanalytiques que nous entreprenons que nous puisons le courage d'appréhender les zones qui, dans la psyché, sont chez chacun de nous le siège de la pulsion de mort, ou du moins celui d'une constance prête à déclencher cette redoutable pulsion si le mouvement de la vie vient à la trop bousculer. Alors que le second tome se centrera sur l'exploration des concepts analytiques, ce premier tome se rapporte davantage à l'application de ces concepts à la compréhension de situations susceptibles de préoccuper les parents et les éducateurs. En porte témoignage le beau travail qui fait l'objet du chapitre 7. C'est grâce au maintien dans son esprit de la pertinence du concept de position dépressive que la psychothérapeute a pu permettre que se conserve le caractère humain de la transition d'une petite enfant entre un milieu institutionnel et un milieu familial. L'équipe a suivi ce projet transitionnel pour le plus grand bien de l'enfant. C'est également pour le grand bien de tous ceux qui s'occupent de près ou de loin à la gestion des rapports humains que ces textes, je l'espère, donneront matière à penser. Chapitre 1. Du désir d'enfant au projet de naissance. Le désir d'enfant est à distinguer du projet de sa naissance, tout comme le simple désir est à distinguer de la prise en compte des éléments qui, dans la réalité, sont nécessaires à sa réalisation. Nous allons tenter d'examiner le travail intérieur que toute femme doit accomplir depuis l'enfance pour être capable d'être mère, c'est-à-dire pour être capable d'intérioriser une fonction maternelle, quelle qu'ait été sa mère dans la réalité. Le problème du narcissisme de la mère est au premier plan dans cette étude. La mère veut-elle un enfant pour satisfaire ses besoins narcissiques ou bien veut-elle un enfant parce qu'elle a intégré dans son monde interne l'existence d'un couple parental créateur auquel elle identifie la vie de son propre couple? Il existe toujours, comme le rappelait Freud, un reliquat du narcissisme infantile des parents qui projettent sur leur bébé leur moi idéal et leur idéal du moi, s'attendant à ce que ce bébé réalise ce qu'ils n'ont pu réaliser eux-mêmes. Ces projections se doivent cependant d'être progressivement abandonnées, pour laisser place au principe de réalité et à la reconnaissance de l'altérité de l'enfant. Je me propose ici d'étudier à travers une présentation clinique, le problème qui se pose à une femme qui n'est pas encore mère, qui souhaite le devenir, mais qui doit pour cela, faire un douloureux travail sur elle-même en revisitant ses positions infantiles et son choix amoureux. 1. Présentation clinique, première partie. Ma patiente, que j'appellerai Stéphanie, est une jeune femme de 34 ans environ, mariée depuis un certain nombre d'années. Actuellement sans enfant, elle découvre que son désir d'enfant était présent en elle depuis des années. Ce désir d'enfant s'est affirmé conjointement à diverses crises traversées par le couple, crises qui ont trouvé leur origine dans l'infidélité du mari et qui ont abouti à un projet de divorce. Stéphanie est partie vivre loin de son mari, et s'est installée dans un nouvel emploi. Ayant repris sa vie en main, elle s'est sentie heureuse jusqu'à ce que son mari la rejoigne et reconquiert sa place auprès d'elle. Entre-temps, elle n'a pas connu d'autre homme, et son désir d'enfant demeurant toujours en elle, elle ne s'est pas opposée à ce que son mari soit le père de son enfant. Nous passons à ce moment au projet de naissance. Or c'est à ce moment que, faute de conception, des examens sont entrepris qui révèlent la semi-stérilité du mari. Des soins sont à mettre en place.
C'est également à ce moment que le mari trouve l'opportunité d'un travail qui l'éloigne de sa femme. Il lui propose de le suivre. Mais elle doit pour cela lâcher la nouvelle vie qu'elle s'était construite au moment où le divorce était en projet. Elle demande de réfléchir avant d'accepter la proposition de sa proposition, ce qui n'empêche pas son mari de partir. C'est à ce moment précis que la patiente vient me trouver. Elle a le sentiment d'être dans une impasse. Comment suivre un homme qui n'a pas tenu compte de ses premiers besoins? De fidélité et de confiance d'abord, de stabilité aussi, afin de s'engager dans la réalisation de ce projet de naissance? Elle commence de s'interroger si un tel homme peut être le père de son enfant. Que signifie le projet de vivre avec un homme qui pense d'abord à la réalisation de ses propres projets, avant de songer à ceux qu'ils formeraient ensemble? Elle se sent dans une impasse. Elle hésite à reconnaître en cet homme une représentation d'un père dont elle devrait accepter qu'il ne se soumette pas à la satisfaction de son désir, ou bien reconnaître en cet homme la représentation d'une partie d'elle qui veut soumettre la mère à son propre désir. Une partie d'elle omnipotente enfin, qui veut demeurer le seul et dernier enfant de sa mère. Nous sommes là en plein fantasme car nous parlons de deux adultes, dans la réalité externe, capables l'un et l'autre de gérer leur vie. Dans leur réalité interne cependant, une autre scène se joue qui convoque les personnages de leur passé infantile, ainsi que nous allons l'examiner bientôt. La patiente ne voit pas clair. Lorsqu'elle voit en son mari l'héritier de l'investissement qu'elle destinait au père de son enfance, elle s'en veut de se révolter contre lui, de ramener tout à elle et de ne pas reconnaître la place d'un père. Mais lorsqu'elle voit en son mari l'héritier d'une partie d'elle omnipotente, elle lui en veut de ne pas la laisser libre et de faire d'elle-même une mère paralysée sous l'emprise de son enfant. Autrement dit, à partir de quelle position doit-elle comprendre le blocage de cette situation? La responsabilité du psychothérapeute est grande, qui doit dénouer la complicité qui s'est nouée inconsciemment sur la scène interne des deux membres de ce couple. J'ai connu une femme qui ne s'est réveillée de cette complicité inconsciente qu'une fois passé le temps où elle aurait pu procréer l'enfant qu'elle désirait. L'analyse devait l'aider à accepter de n'avoir jamais pu s'installer dans un projet de naissance avec son conjoint. Le couple s'est défait et dans la réalité, aucun enfant n'est demeuré porteur de l'existence de cette union. En sera-t-il de même avec Stéphanie? L'analyse lui permettra-t-elle de se reprendre à temps? Parviendra-t-elle à installer en elle le couple de parents créateurs qui seuls permettent de s'engager dans un projet de naissance? Elle n'est pas seule en cause, mais elle pourra mesurer peut-être l'incapacité de son conjoint à changer, et le désir qui demeure inconsciemment en lui d'être à la fois l'époux et l'unique enfant de sa mère. Si Stéphanie accepte de prendre conscience de la collusion qui existe en elle avec une telle attitude, elle aura peut-être la chance d'engager un projet de naissance, mais avec un autre homme. Cette prise de conscience ne se fait pas sans souffrance car elle doit lever le voile qui lui permettait depuis l'enfance, d'éviter de se confronter à cette souffrance. Celle qui surgit au moment où l'enfant doit relâcher l'emprise qu'elle exerçait sur sa mère et laisser cette dernière libre de se tourner vers son père. Autrement dit, au moment où elle doit passer d'une omnipotence infantile primaire à l'élaboration d'une position dépressive et d'un complexe d'Œdipe. Nous allons faire un arrêt dans l'exposé du matériel de Stéphanie. Nous le reprendrons après une réflexion théorique sur la nature de ce qui se joue dans le monde interne de la petite fille qui se transforme en femme, puis en mère. 2. Considération théorique. Considérons ce qui se passe dans le théâtre interne d'un enfant qui accepte de fermer les yeux, la nuit, de dormir et de laisser le couple de ses parents avoir une existence séparée de la sienne et hors de son contrôle. Le relâchement de l'attention de l'enfant et sa capacité de laisser ses parents à leur vie de couple tandis que lui-même vit sa vie onirique d'enfant, permet que se crée une harmonie entre les adultes et l'enfant. Chacun a sa place qui n'empiète pas sur celle de l'autre. C'est parce que l'enfant reste à sa place qu'il peut commencer de rêver le rapport de ses parents entre eux. C'est parce que les adultes maintiennent leur propre place qu'ils peuvent apprendre à l'enfant quelle est sa place, et limiter la tendance omnipotente à occuper toutes les places. La création d'un autre enfant devient possible sur la base de cette organisation familiale, et sur l'articulation des rapports différenciés entre enfants et adultes tant sur la scène de la réalité externe que sur celle de la réalité interne, des adultes et de l'enfant.
Considérons la scène infantile qui se joue inconsciemment chez l'adulte alors qu'il maintient consciemment sa place d'adulte. Prenons l'exemple de la femme. Il existe au fond de toute femme, de toute future maman, une petite fille qui occupe une place d'enfant par rapport au couple de ses parents. Encore faut-il qu'elle soit parvenue à construire un tel couple en elle, car avant d'être la fille de ses parents, elle est d'abord la fille de sa mère et ne découvre son père, n'accepte son existence qu'à condition d'accepter également qu'il la sépare de sa mère. C'est pourquoi ce que nous nommons complexe d'Œdipe, cette situation triangulaire dans laquelle l'enfant choisit d'aimer d'abord un parent du sexe opposé considérant le parent du même sexe comme un rival, se joue postérieurement à l'élaboration d'une position dépressive. C'est dans cette position que l'enfant, par rapport à sa mère d'abord, puis par rapport à chacun de ses deux parents, établit une distance identitaire. Il ne confond pas son identité avec celle de sa mère non plus qu'avec celle de son père. L'élaboration de cette position consiste à faire ce qu'on appelle le deuil de l'objet. Ce point est capital car il signe la sortie de mécanismes identificatoires narcissiques omnipotents. Voyons lesquels. Pour éviter la souffrance d'un vécu dépressif, la petite fille peut se plonger volontairement à nouveau dans un état où elle ne faisait qu'un avec sa mère. Elle peut le faire à partir de mécanismes projectifs. Elle projette une partie d'elle dans sa mère et se sent alors être devenue la mère alors que, par une inversion des rôles, sa mère prend la place d'une petite fille. Ce mécanisme, nommé par M. Klein identification projective, a l'avantage de supprimer immédiatement toute souffrance associée à la perception d'une séparation. Lorsqu'on se croit dans l'objet, au point de devenir en fantasme cet objet, on a pris pour ainsi dire une assurance antidépressive. Mais ce mécanisme a le désavantage de barrer le passage vers toute triangulation véritable. Si la petite fille joue à la maman de la sorte et se permet ainsi de se marier avec papa, son Oedipe est avorté car l'écart entre le désir et sa réalisation, qui se tient au cœur de la situation oedipienne, est supprimé aussi miraculeusement que l'écart premier entre le moi et son objet. La poursuite de ce fantasme incestueux a pour conséquence la naissance d'un enfant perçu comme le fruit d'un inceste. Ainsi, lorsque la scène primitive interne de la petite fille s'est figée dans l'utilisation de ses biais identificatoires, lorsque la petite fille joue à la fausse maman, l'enfant qui est conçu par l'adulte est grevé du statut infantile d'être un enfant du père et non pas de l'homme qui prend plus tard la place de ce dernier. L'interdit de la réalisation de ce fantasme incestueux, s'il ne bloque pas l'union avec un homme, peut par contre bloquer le projet de naissance d'un futur bébé qui ne reste dans ces conditions qu'à l'état de désir. L'installation dans la psyché d'une triangulation oedipienne structurante ne s'effectue qu'au prix de la distinction et donc de la séparation entre chacun des membres de cette triangulation. L'enfant, la petite fille en l'occurrence, accepte de se vivre à la fois séparée de sa mère et de son père qu'elle laisse libre de s'unir et de concevoir ainsi un bébé qui prend sa place et dont elle ne prend donc pas la place. Sans considérer la montée vers cette triangulation oedipienne et la solution, trouvée par la fille qui en esquive la souffrance, nous pouvons étudier à présent ce qui se passe au niveau plus primitif, ou plus basique de la relation duelle mère-fille, d'autant que c'est du côté de cette transmission matrilinéaire que se joue également la capacité de la fille d'être mère à son tour. Comme je l'ai souligné plus haut, la fille peut utiliser différents moyens omnipotents pour s'identifier à sa mère, ou pour la retenir près d'elle, sans s'inscrire véritablement dans la perspective d'une triangulation oedipienne. Ne laissant pas sa mère s'échapper loin d'elle, elle demeure éternellement en fantasme, son unique enfant. Si sa mère a dans la réalité un autre enfant qu'elle, nous pouvons penser qu'elle utilise le même mécanisme qui lui a permis de brouiller les identités entre sa mère et elle. Elle s'identifie narcissiquement à ce bébé, et alors que dans la réalité, un tiers s'est infiltré entre sa mère et elle, dans son fantasme elle demeure toujours son unique enfant. Nombre de patientes adultes jouent en partie avec leur conjoint la scène que je viens de décrire. Il en est de même pour Stéphanie. Ces patientes choisissent leur compagnon non pas sur le modèle d'un père dont elles retrouveraient de la sorte la présence en elles, mais plutôt sur le modèle de l'enfant tout-puissant qu'elles rendent ainsi maître de posséder une mère à laquelle elles se trouvent identifiées. Elles se plaignent de devoir tout faire pour leur compagnon qui ne lève pas le petit doigt pour les aider. Elles ignorent qu'elles satisfont à travers lui leur désir de ne jamais quitter leur propre mère intérieure. Cette dernière est étouffée,
encapsulée par un enfant omniprésent qui exige l'omniprésence maternelle. Il n'existe pas de place dans ces conditions pour le désir même d'un autre enfant, qui ne pourrait qu'occuper la place d'un tiers refusé au sein de ce couple fusionnel. Lorsque, comme chez Stéphanie, ce désir étouffé voit le jour, il met en danger l'existence de son couple. Celui qui devrait occuper une position de père, après avoir occupé celle d'un homme, s'est en réalité comporté comme un éternel enfant. La femme n'en peut plus de nourrir celui qu'on pourrait appeler un bébé parasite. Tel le coucou dans le nid du petit oiseau, il prend la place des œufs qui ne sont pas encore éclos et dévore ce que la mère destinait aux autres. Il faudrait que cette mère voie suffisamment clair pour faire cesser ce jeu et conserver ses forces pour d'autres investissements. C'est bien le travail qui se doit d'être accompli en ce début de thérapie avec Stéphanie. Pourra-t-elle, à la faveur du transfert infantile sur ma personne, accepter de perdre son objet primaire et construire en elle une véritable scène primitive capable d'engendrer un nouvel enfant ? Imaginons l'état d'une mère habitée par un désir d'enfant. Les habitants de sa scène intérieure sont suffisamment nombreux pour que cela mérite qu'on donne le détail du rôle qui revient à chacun. Au niveau adulte, cette mère est identifiée à la mère qu'elle a su quitter au niveau infantile. Elle ne joue pas à être une mère par identification narcissique avec sa propre mère. Elle a élaboré suffisamment sa séparation avec sa mère externe et avec sa mère interne pour devenir une femme à part entière. Il en est de même de sa manière d'investir son conjoint, non comme le père de son enfance dont elle ne se serait pas séparée, mais comme un homme, un adulte qui peut lui évoquer l'investissement de son enfance mais qui lui rappelle également qu'elle n'est plus une enfant. En ce sens, le couple qu'elle forme avec son époux se constitue sur le modèle du couple de ses parents internes dont elle accepte la fonction créatrice. Au niveau adulte, une telle femme est prête à s'engager dans un projet de naissance. N'oublions pas que sur sa scène infantile se joue en même temps une autre pièce. Au moment où la femme devient mère, la petite fille au fond d'elle sent que sa mère est également enceinte de l'enfant qu'elle fut elle-même autrefois. Elle revit de la sorte son passé infantile. Cependant, la mère interne peut également être sentie comme enceinte d'un autre enfant, un frère, une sœur, un rival. Tel est le paradoxe. Nous avons devant nous une mère ou une future maman, tandis que la petite fille et même le bébé en elle nous demeurent cachés. Nous avons toujours du mal à imaginer cette scène à trois, alors que nous avons l'habitude de considérer que la mère et son bébé vivent dans un état particulier de communication fusionnelle. Un état qualifié par Winnicott, du côté maternel, de préoccupation maternelle primaire. Je pense qu'il est également important de considérer que cet état se double d'une autre scène, sur laquelle interviennent les fantasmes de la petite fille d'autrefois qui ne se laissent pas oublier, et dont l'état ne peut être apaisé que par le travail qu'elle avait déjà effectué naguère. Un travail lui permettant d'accepter de se séparer de sa mère pour laisser place à un autre bébé qu'elle. L'ensemble de cette dynamique est à considérer. Il est possible que la petite fille trouve à nouveau la solution de jadis et s'illusionne encore. Elle peut s'identifier projectivement au bébé porté par sa mère, et de cette manière n'accepter que faussement la situation nouvelle. La mère est dans ce fantasme enceinte d'elle-même. Je pense que lorsque la petite fille qui se tient sur la scène interne de la mère, prend conscience que le bébé que porte sa mère n'est pas elle, mais un autre, le fruit d'un couple qui l'exclut, elle se sent lâchée. Les bras qui la tenaient ne la portent plus. Elle sent qu'elle tombe, et je me demande si cela ne serait pas la cause de certaines prématurités. La mère lâche son bébé trop tôt parce que l'enfant qui se tient au fond d'elle se sent lâché par une mère qui porte un autre bébé qu'elle. Le bébé que la mère ne tient plus et dont elle accouche prématurément, n'est pas celui qu'on voit, mais la petite fille d'autrefois qui se vit prématurément poussée dehors par une mère qui se tourne vers un autre qu'elle. La situation vécue par Stéphanie à présent vise à prévenir une telle éventualité, puisque son désir d'enfant veut s'inscrire dans un projet de naissance, dans la formation d'un véritable couple construit sur le modèle d'un couple parental dont elle doit consolider la réalité en elle. Stéphanie pressent que jusqu'à présent l'homme qu'elle a choisi fera probablement barrage à l'établissement d'un tel couple, car le matériel qu'elle apporte le laisse penser. Un semblable couple n'a pas eu non plus droit à l'existence dans le monde interne de son époux. 3. Présentation clinique, seconde partie.
Au fur et à mesure que Stéphanie construit dans le transfert une relation de confiance et de sécurité entre une partie bébé d'elle et un objet fiable, bien que séparée d'elle, elle ose dénoncer les aspects parasitiques de son mari. Tout se passerait comme si, au fond d'elle, elle pouvait accorder peu à peu à la relation entre un moi et un objet séparé, la confiance qu'elle accordait auparavant à l'unique relation parasitique. Elle rappelle qu'au début de leur mariage, il avait choisi d'habiter dans une maison jouxtant celle de ses parents au point qu'on aurait pu confondre les deux bâtiments. Lorsqu'il rentrait du travail, son mari passait un moment chez eux avant de retrouver sa femme chez lui. Il est inutile de préciser que dans ces conditions, les rapports entre ma patiente et sa belle-mère étaient on ne peut plus tendus au point qu'un jour Stéphanie a craint une atteinte physique. À partir de ce jour, elle a fermé sa porte à sa belle-mère. Elle a fait un cauchemar à répétition. Elle voyait une araignée descendre le long d'un fil au-dessus de sa tête. Elle se réveillait en sursaut à chaque fois surprise de se retrouver collée le long d'un mur à quelque distance de son lit. Je ne rapporte ce point que pour souligner combien un geste de révolte contre un système d'emprise toute puissante d'un objet maternel sur un nourrisson sans défense, emprise totalement conjointe à sa réciproque, celle d'un nourrisson parasite tout-puissant sur un objet maternel sans défense, met le moi en face d'une persécution terrorisante. C'est une des difficultés de cette situation. Lorsque le moi noue un lien avec un objet fiable et digne de ce nom, ce qui veut dire un objet maternel porteur d'une alliance avec un père jouant le rôle de tiers entre l'enfant et sa mère, lorsque le moi commence de nouer un lien avec un tel objet, l'ancien système se sent lésé et attaqué par celui qui prend sa place. Il attaque ce dernier de la même manière dont il s'est d'abord senti attaqué par lui. La patiente, dans les premières séances avec moi, avait le sentiment de trahir son mari et se faisait un devoir de fidélité de lui rapporter le contenu des séances. Nouer une relation d'objet d'un autre type que celui par lequel le parasite conserve l'illusion d'une transparence totale entre le moi et l'objet, est pour ce parasite une trahison. L'idéal de vie, conséquence de ce présupposé, se résumait dans le terme sacrifice. L'un devait tout sacrifier pour l'autre et réciproquement. Toute triangulation permet que l'espace psychique s'organise en différents espaces articulés les uns aux autres. Il peut se passer dans un coin de la psyché, des liens cachés et donc ignorés de ce qui se passe dans d'autres coins psychiques, tout comme dans l'appartement familial il peut se passer dans la chambre des parents des actes sur lesquels l'enfant se doit de fermer les yeux. Ces actes aboutissent directement à la naissance d'un autre enfant. Stéphanie se doit d'assumer ce passage d'un monde où elle et sa mère ne se cachaient rien, du moins en a-t-elle eu l'illusion, vers un monde où chacune conserve en elle et par devers elle un espace caché, que ce soit pour y entretenir des relations d'objets externes ou internes. C'est dans cet espace caché que se constitue le giron propre à la création d'un nouveau bébé. L'entretien téléphonique que Stéphanie a régulièrement avec son lointain mari témoigne de sa manière d'être parasitique et de la difficulté de celui-ci à se placer en face d'elle comme un époux, un être séparé d'elle et en même temps lié à elle. Ainsi lorsqu'il l'appelle et qu'elle décroche le combiné, elle n'entend au bout d'un fil qu'un simple bonjour, suivi d'un silence obstiné comme si, elle s'en rend compte, il ne se passait rien pour lui alors qu'il est loin d'elle. Elle alimente alors la conversation en rapportant ce qui s'est passé pour elle, alors qu'elle était loin de lui. Cela lui paraît de plus en plus étrange que cet homme se comporte de la sorte et n'ait d'existence de cette manière que branchée sur la sienne. Elle ne le supporte plus. Elle se pose la question, comment faire un bébé dans ces conditions ? Comment l'élever surtout ? Formons-nous véritablement un couple pour avoir ce projet ? Il me semble que le gros travail intérieur que Stéphanie accomplit pour en arriver à cette prise de conscience apparaît dans la séance que je vais rapporter à présent. J'interposerai dans le récit de cette séance mes commentaires qui ne correspondent pas toujours à mes interventions. Elle se sent bien dans sa maison et elle se dit que si elle divorce, elle devra déménager. Ce dont elle n'a pas envie, mais alors qu'autrefois elle se disait qu'elle ne s'en sortirait pas, à présent elle se dit que puisqu'elle est déjà parvenue à trouver une maison toute seule, pourquoi n'y parviendrait-elle pas à nouveau ? Il s'agit bien pour elle de déménager en elle-même, c'est-à-dire de trouver une autre place ou un autre rapport à son objet maternel. Si elle pousse son mari à déménager hors de chez elle, elle se comporte, du point de vue de son investissement maternel parasitique, comme si elle devait se décrocher de cet objet et survivre. Or elle s'encourage elle-même,
Un tel déplacement n'est pas impensable, elle en a déjà fait l'expérience et elle a survécu. D'un côté, elle est encouragée à déménager dans ce sens et d'un autre côté, elle y est poussée car elle ne supporte plus son mari. Il lui demande des comptes sur tous les instants de sa journée. Pourquoi est-elle allée voir tel film sans lui? Qui étaient les amis avec lesquels elle est sortie pour aller voir ce film? Stéphanie se fait alors la réflexion suivante. Comment se fait-il que lorsque son mari est là, tous les amis s'en vont? Pourquoi personne ne vient à la maison? Alors que lorsqu'elle est seule, elle est invitée partout et nombre d'amis lui rendent visite. Nous verrons que l'ensemble de ses amis sont autant de personnes qui s'interposent dans la relation fusionnelle qu'elle entretient avec son mari, mais elle lui fait porter à lui seul le désir d'être seule avec elle. Elle me confie alors qu'elle a l'impression de tomber amoureuse d'un autre homme, Jean. Lui aussi serait possessif, mais quand apparaissent des manifestations de cette possessivité, cela lui fait plaisir de la part de Jean alors que de la part de son mari, cela l'exaspère. Nous verrons que, venant de Jean, cette curiosité jalouse traduit l'attachement qu'il lui porte alors que de la part de son mari, cela l'emprisonne dans un contrôle omnipotent. Cela renvoie pour l'un à une relation de couple et pour l'autre, à un pseudo-couple, formé par une mère et un enfant qui ne veut pas la quitter. Elle se demande comment elle pourrait élever un enfant avec son mari, car cela ne l'intéresse pas et leur couple ne va pas bien. En effet, comment sa mère interne pourrait-elle donner naissance à un bébé, alors qu'elle se sent étouffée sous l'emprise d'un bébé parasite? Cette emprise diminue cependant puisque la patiente, en tombant amoureuse d'un autre homme, laisse cette mère se détourner de son enfant au profit d'un homme. C'est de ce côté-là que peut se concevoir un futur bébé. La patiente le dira elle-même, c'est une situation plus compliquée qu'auparavant, on est trois. Elle apporte alors un important souvenir qui permet de donner sens à sa liaison, une fois de plus, avec l'homme qui aura été son mari. Elle se souvient qu'adolescente, vers 13 ou 14 ans, un peu avant qu'elle ne soit réglée, elle rêvait toujours d'avoir des bébés plus tard. Elle en parlait à tout le monde, et elle se souvient aussi qu'on lui répondait « C'est bien joli de vouloir avoir des bébés, mais tu en parles comme si tu ne pensais pas d'abord à l'homme avec qui tu ferais ces bébés. Donc au père de ces bébés. » Elle reconnaît que c'est vrai. La seule chose qui l'intéressait, c'était les bébés et non le couple qu'elle ferait avec leur père. Je reprends avec elle l'idée selon laquelle, au moment de quitter son enfance et de devenir adolescente, elle rêve d'une situation lui permettant par bébé interposé, de prolonger son enfance et de ne pas quitter sa mère. En faisant des bébés, elle ne ferait dans ce fantasme que de revenir au point de départ et d'annuler le temps et sa linéarité. Elle se souvient alors de deux rêves récents. Tout d'abord, elle rêve que sa petite chatte est rentrée, et cela la soulage énormément. Elle était dans la réalité inquiète toute la nuit, car sa chatte n'était pas rentrée. Elle l'a simplement croisée dans la cuisine au matin et alors que, dit-elle, c'est une chatte très bavarde, comme elle lui faisait part de son inquiétude, cette petite chatte lui a répondu simplement par un miaou, et elle est partie. La patiente m'explique qu'elle a l'habitude de parler aux animaux, et ils la comprennent. Que représente cette petite chatte? Elle avait l'habitude, petite, de dormir avec sa chatte toutes les nuits, malgré l'interdiction paternelle et avec la complicité de sa mère. On peut penser que cette chatte représentait plus qu'un objet transitionnel, une sorte d'équivalent symbolique de sa propre mère avec qui elle passait ainsi ses nuits. On comprend que dans le contexte actuel de remaniement de ses investissements, la perte du contrôle exercé sur sa chatte la renvoie à la perte du contrôle sur sa mère qu'elle laisse s'échapper vers le père. Le projet de naissance qui prend forme la laisse aux prises avec une angoisse d'abandon qu'elle colmate en rêvant qu'elle a retrouvé sa chatte. Le rêve suivant souligne les enjeux psychiques qui prennent place lorsque le rêve n'est pas la simple manifestation de la satisfaction d'un désir, mais le développement des rapports conflictuels existants entre les différentes parties d'elle-même. La patiente se tient dans sa maison, qui n'est pas sa maison. Elle est sur le seuil de sa porte et elle voit de la boue au dehors. Ses parents se tiennent derrière elle et n'interviennent pas dans les événements qui vont suivre. Au milieu de la boue, elle voit un trou se former couvert d'eau et du fond de ce trou apparaître un énorme python dont la gueule est grande ouverte. Sa petite chienne blanche surgit alors du dedans de la maison, passe le seuil de la porte et inconsciente, va droit vers le python qui s'apprête à la dévorer.
La patiente est tellement terrorisée qu'aucun cri ne sort de sa bouche, malgré les efforts qu'elle fait. Elle s'empare de 2 casseroles, mais elle a beau les frapper, aucun son n'en sort. Elle se réveille, fort angoissée. La patiente a l'habitude d'appeler sa petite chienne sa petite fille, et elle insiste sur l'aspect candide et innocent de cette chienne. Nous verrons qu'elle représente à la fois ce qui, dans son moi, ne connaît pas ou ne reconnaît pas ce qu'elle considère comme être la boue de la sexualité parentale. Petite fille, qui ne connaît pas non plus l'existence du python ou du sexe masculin. Mais cette petite fille est aussi la mère telle que la rêve l'enfant candide. Elle est à son image et ne connaît pas cet étranger sorti de la boue des relations sexuelles et de la scène primitive. Remarquons que Stéphanie met en scène dans ce dernier rêve un rapprochement des différences. La petite chienne et le python, la mère et le père, ses 2 parents derrière elle l'accompagnent dans cette perception des choses, le propre et le sale. Toutes ces liaisons faisant partie du travail en cours dans la position dépressive. L'idéalisation n'est plus isolée de la persécution. Le bébé innocent n'est plus coupé des origines dont il est issu. Malgré son inhibition à émettre un son, ses cordes vocales ne se rapprochent pas et ne vibrent donc pas. Stéphanie a l'intention d'effectuer des rapports. Avec un pareil travail intérieur, elle commence à retirer sa proie au python qui veut la dévorer. Car derrière les interprétations précédentes, j'en perçois une qui les sous-tend. La petite fille représente aussi celle qui pourrait naître dans un projet de naissance qui ne demeurerait pas à l'état stérile de simple désir d'enfant. Au moment où ce projet de naissance se met en place, dans la thérapie elle-même, je pense que le python représente l'attaque issue de la formation parasitique en elle qui ne tolère pas qu'une vie soit possible séparée de l'objet qui lui donna naissance. C'est en ce sens que la petite chienne blanche représente l'espoir contenu dans le couple que nous formons, Stéphanie et moi, et qui renvoie au couple créateur de ses parents internes capables de mener à bien ensemble un projet de naissance. J'espère que ces quelques lignes nous permettront de nous engager à l'avenir plus avant dans une réflexion sur l'écart qu'il y a entre le simple désir d'enfant et le projet de sa naissance. Le désir d'enfant n'a pas l'épaisseur psychique que l'on peut attribuer au projet de naissance. C'est avec ce dernier que prend place le remaniement intérieur situé dans un théâtre psychique, où sont convoquées les figures parentales de l'enfance et les différents aspects du moi infantile et adulte. Lorsque l'enfant a déjà accompli une partie du travail au niveau des grandes organisations que sont le complexe d'Oedipe et la position dépressive, l'adulte sera capable de s'appuyer sur ces bases pour avancer dans une nouvelle édition structurante de ces organisations psychiques. Mais si le moi, depuis l'enfance, tente d'échapper à la souffrance qu'implique le travail au sein de ces organisations, il risquera d'être débordé au moment où le désir d'enfant deviendra un projet de naissance. Soit ce projet ne verra jamais le jour, soit, pour qu'il s'affirme, il devra entraîner avec lui un travail qui ne s'est pas accompli jusqu'alors. Dans ce cas, l'aide d'un analyste s'avérera de la première importance, non seulement pour que ce projet de naissance soit mené à terme, mais également pour que la petite enfance du futur bébé soit dégagée du poids de ce que ses parents ne sont pas parvenus à porter en eux-mêmes. On ne peut, après tout, demander à nos enfants de nous aider à porter nos propres problèmes, sinon nos propres fardeaux. C'est à nous de porter les leurs, et de leur apprendre de la sorte la manière de le faire. Voilà tout ce qu'implique un projet de naissance. Chapitre 2. L'observation d'un bébé dans sa famille de 0 à 2 ans. Point de vue psychanalytique. Je veux reprendre ici les grandes lignes directrices de mon livre sur l'observation du bébé dans sa famille, selon la méthode Oedipe. J'ai éprouvé le besoin d'écrire un tel livre car je n'ai pas eu connaissance jusqu'à présent de la publication d'une observation de bébé, qui reprend séance après séance le matériel clinique de l'évolution du bébé, accompagné des commentaires que notre expérience psychanalytique nous permet d'en faire. Ces commentaires ne sont pas suscités par une connaissance livresque, mais par notre travail clinique. Nous abordons l'inconnu du monde infantile, à partir de notre capacité d'appréhender l'inconnu du matériel clinique et de travailler progressivement à lui donner sens. Ainsi la méthode Oedipe cultive notre devenir de clinicien et de théoricien. Rien en effet ne prendra forme théoriquement qui ne soit d'abord fondé sur l'observation des faits. La patience d'attendre qu'une signification émerge à partir de l'observation de ces faits, et de la pensée qui les met au travail dans notre vie psychique,
se situe à la base à la fois de l'observation du bébé selon la méthode Bick et le travail du psychanalyste. Dans les deux situations, nous nous confrontons à l'inconnu et nous devons nous rendre à même non pas de rabattre cet inconnu sur du connu, mais sur une signification nouvelle. Nouvelle parce qu'elle est le fruit d'une articulation vivante entre ce qui n'a d'abord pas pris sens et qui secondairement prend sens. Quelle est donc cette fameuse méthode Bick qui nous mettrait en position d'effectuer au niveau de l'observation du bébé ce que tout analyste se doit d'effectuer quotidiennement dans son travail auprès de ses patients? Quoique Bick, et je ne pense pas me tromper en soulignant la chose, n'ait pas été inspirée par la pensée de Bion, l'attitude fondamentale qu'elle préconisait dans l'abord d'une observation de bébé était à la suite de Freud, celle d'une neutralité bienveillante. La recommandation de Bion selon laquelle l'analyste devait aborder chaque séance en étant sans mémoire, sans désir et sans compréhension, traduit au mieux cette attitude. L'observatrice doit aborder la situation qu'elle observe sans mémoire, sans idée préconçue, sans désir, sans l'obligation soit de comprendre ou d'être compris, enfin sans compréhension, ouvert à l'inconnu d'un nouveau sens lequel ne pourrait émerger s'il est barré par l'angoisse de ne pas comprendre. Une pareille attitude appliquée à l'observation du bébé permet à l'observateur de mettre en retrait s'il se peut, son propre narcissisme au profit de celui de la mère du futur bébé, puis du bébé. L'observation du bébé dans sa famille est en réalité l'observation du bébé dans le rapport qu'il noue avec sa mère. Les autres membres de la famille, plus ou moins présents, gravitent autour de cette unité centrale qui se tient sous l'œil attentif de l'observatrice. Je mets ce terme au féminin car dans l'observation dont je parlerai ici, l'observatrice a été, comme bien souvent, une femme. Comme pour mieux préparer la mère à être accueillie de la sorte, et l'observatrice à se plier à cette attitude qui met entre parenthèses son propre narcissisme au profit de celui de la mère, Bick préconisait que l'observatrice se présente non pas comme une personne qui sait mais au contraire comme une personne qui ne sait pas, et qui aurait beaucoup de gratitude envers la mère si elle lui permettait d'apprendre comment se développe un bébé à partir de l'observation de son futur bébé. D'emblée, la mère est ainsi mise par l'observatrice dans la position d'une personne importante. Le bébé de l'observation est celui de la mère et non celui de l'observatrice, et la mère en a la confirmation car elle seule est en mesure de permettre ou non à l'observatrice d'entrer en contact avec lui. Bick avait coutume de donner l'exemple des conseils que tout un chacun veut donner à la mère, en plaçant de la sorte cette dernière dans la position, non pas de celle qui a la capacité d'avoir un bébé, mais de celle au contraire qui doit apprendre des autres ce que c'est que d'avoir un bébé. Les autres réduisent ainsi la mère à une position infantile, pour s'attribuer à eux-mêmes une position maternelle. L'observatrice se doit de laisser à la mère la place qui lui revient, en mettant à l'arrière-plan les résurgences de son propre narcissisme. C'est ainsi qu'au cours de l'observation, la neutralité bienveillante de l'observatrice la dispense de mettre en avant un questionnement ayant trait à sa propre curiosité, ou à ses propres préoccupations concernant le développement du bébé. L'observatrice ne fait que recevoir à ce sujet les informations que la mère veut bien lui communiquer. Elle doit aussi respecter la place que la mère veut bien physiquement lui attribuer. Il est des mères qui laissent les observatrices debout pendant un certain temps, ou qui ne présentent leur bébé que de manière parcimonieuse, le faisant dormir à l'heure de l'observation. Tout cela se doit d'être accueilli comme un matériel d'observation. L'observatrice a cependant un cadre physique et psychique qui limite le cas échéant les transgressions manipulatrices de certaines mamans. Elle est présente 1 heure par semaine, de telle heure à telle heure, pendant 2 années pour observer le bébé en présence de la mère. Parfois du père quand la mère s'absente. Elle n'est pas là pour remplir diverses tâches dont la mère se dispenserait à son profit, ni pour être manipulée par elle. Elle est là pour observer, et ce qui est perçu la plupart du temps par la mère pour penser à la vie psychique de son bébé. La question du transfert et donc du contre-transfert se pose dans cette situation aussi bien que dans le cadre d'une analyse. Mais la gestion de ces mouvements psychiques y est très différente, puisque l'observatrice ne se permet aucune action physique ou verbale, aucune interprétation, qui mettrait le transfert au travail. Par contre, le contre-transfert de l'observatrice, nous en aurons des exemples, peut révéler après coup à cette dernière les enjeux de la situation vécue par le bébé et par sa mère. D'une manière générale, l'observatrice représente pour la mère une mère interne ou un parent interne,
capable de reconnaître que sa fille est devenue mère. La situation de l'observation renvoie à l'émergence de la relation mère-bébé, telle qu'elle est portée par la mère d'un côté, par l'observatrice d'un autre côté. Comment se fait-il que la présentation de l'observatrice en tant que personne désireuse d'apprendre favorise précisément chez la mère la possibilité d'investir cette même observatrice d'une position non pas infantile mais maternelle? Là se trouverait la charnière entre la mère capable de s'appuyer en elle sur un bon lien entre sa propre partie bébé et sa mère interne, et la mère qui manque de s'appuyer sur un tel lien et qui aborde la relation avec son bébé à travers un certain nombre d'éléments défensifs mettant en cause sa relation avec ses parents internes. L'observation du bébé dont je vais tenter de tracer le développement à présent porte la marque de certaines de ses défenses quoique la mère se soit comportée comme une bonne mère, du début à la fin de l'observation. Notre réflexion ici trouvera son pendant dans celle que nous ferons à la fin de cette observation. Une bonne mère n'est-elle pas avant tout celle qui se met dans la position d'apprendre et de comprendre son bébé, plutôt que de mettre celui-ci dans la position d'apprendre et de comprendre sa mère? Le compte-rendu des grandes lignes du développement de Sacha que je vais effectuer à présent nous permettra de juger de ce que j'avance ici. La première fois que Florence, l'observatrice, se rend chez la mère quelques semaines avant la naissance du bébé, elle se sent un peu perdue dans les rues et perdue en elle-même. Vers quelle expérience se dirige-t-elle? Vers quel passé la conduit ce bébé à naître? Vers quel inconnu à revisiter? Il est frappant d'entendre la maman annoncer à Florence au cours de cet entretien, en parlant de la future naissance: « Je ne sais pas à quoi je m'engage. » À entendre ces propos, nous pourrions croire que cette mère en est à sa première maternité. Il n'en est rien. Elle est déjà mère de 3 enfants qu'elle présente à l'observatrice au cours de l'entretien. Damien 12 ans qui se comporte presque comme un adulte, Marine 8 ans, une enfant sage mais expressive, enfin Théo 5 ans qui bien que fort libre dans son comportement sait pourtant se contenir. Florence a été frappée au cours de cet entretien par la capacité qu'a la mère de gérer les activités de ses 3 enfants. Lorsqu'elle s'occupe de l'un ou de l'autre, aucun ne se sent lâché, hors de son attention. Cette cohésion familiale permet à chacun de ne pas craindre de perdre sa place lorsque le bébé sera né. Si la mère donne à chacun le sentiment qu'il peut exister alors qu'ils sont 3, il est évident que dans un monde à 4 la même discipline se maintiendra qui imposera le respect d'une loi commune, laquelle se traduirait ainsi: nous formons une famille où, telle une démocratie, la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. C'est dans un tel cadre que naîtra le bébé. À quoi s'engage donc la mère en donnant une observatrice ou une observation particulière à son bébé? Elle s'engage dans une expérience qui distingue le lien que le bébé va nouer avec son objet, de ce que ses autres enfants ont dû vivre chacun à son tour. La mère aperçut d'emblée la différence entre la disponibilité psychique accordée par une seule personne pour un seul enfant, à la disponibilité psychique que nous pourrions appeler groupale d'une mère pour l'ensemble de ses enfants. Nous allons voir comment la mère fait passer son bébé d'une position à l'autre, au fur et à mesure que son développement le conduit vers la vie des grands. Nous allons voir également comment le bébé intégrera cette double position. Il se sera appliqué à respecter la discipline familiale, tout en se permettant de poursuivre en privé et en dehors de cette discipline, ses propres expériences, celles qu'il aura déposées dans les yeux de l'observatrice durant les 2 années de sa présence auprès de lui. 1. La première rencontre avec le bébé. Florence se rend à la clinique le lendemain de la naissance de Sacha. La maman l'attend parce qu'elle la connaît déjà. Un pont se forme ainsi entre l'avant et l'après de cet événement catastrophique que constitue la naissance. La mère veut montrer son bébé à Florence comme pour l'inscrire dans une mémoire dont l'appareil psychique de Florence serait le garant. Sorti du monde invisible, le bébé est photographié par l'attention maternelle qui décrit les différentes parties de son corps pour terminer par ses petits ongles. Elle est attendrie qu'il se soit griffé. On ne doit pas se griffer in utero. Pour le moment le bébé dort et la mère commente: il y a plein de petites choses qui se passent dans leur tête. Selon les mimiques du bébé, la mère considère qu'il sourit aux anges, ou qu'il fait un cauchemar. À ce moment de la vie de son bébé, et jusqu'à ce que ce dernier commence de se développer de manière autonome, la mère sera très attentive à ce qui peut se passer dans la psyché de Sacha.
Elle se sentira sollicitée elle-même afin de penser à ce qu'il éprouve. Florence est venue avec un cadeau, une petite peluche et la maman en est touchée. Elle lui confie, il gardera sa peluche comme son frère qui l'a encore. La mère elle-même gardera le souvenir de la présence de Florence, dès la venue au monde de son bébé. 2. À la maison. Sacha dort dans un pyjama bleu, les bras en croix, les poings fermés. La maman soulève doucement la couverture pour le montrer à Florence. Il est encore petit, il a 1 semaine aujourd'hui, dit-elle. Elle ajoute, quand ils dorment comme ça, c'est qu'ils sont dans un sommeil profond. La mère va en profiter pour parler à Florence. Maintenant qu'elle est chez elle, elle se sent mère à part entière, retrouvant les racines familiales de sa maternité. Il s'agit, dit-elle, du berceau familial dans lequel elle compte mettre Sacha. C'est une corbeille de 150 années. Il faut la recouvrir de tissus, ce qui demande un certain travail à l'issue duquel la mère aura le sentiment d'inscrire son dernier-né dans une filiation. Théo arrive qui pose son doigt sur la joue de Sacha. La maman intervient, ne le réveille pas. Les bébés ont la peau douce, a dit Damien en le portant. Mais Sacha se réveille. Marine le prend dans ses bras. Il se crispe et sa mère décide de lui donner le sein. Il s'y endort un peu. La mère situe alors Sacha en rapport avec chacun des autres enfants. Théo est grand pour son âge. Marine est plutôt petite. Pour Sacha, il sera de la fin de l'année scolaire. Et pour ne pas laisser Théo en reste et lui donner de l'importance, elle s'adresse à lui. Lundi, tu vas montrer ton petit frère à ta maîtresse. Le bébé ne parvient pas à s'endormir. Il rougit. La maman s'adresse à lui comme pour engager un dialogue entre les réactions de Sacha et l'écho qu'elles ont en elle et auquel elle donne un sens. Tu n'arrives pas à trouver ton sommeil. Et lorsqu'il tourne la tête comme pour téter, toi tu as faim. La tétée terminée, alors qu'elle le tient face à elle, elle lui dit, ça y est ? C'est assez ? Il est évident que le bébé ne saisit pas le sens exact des mots prononcés par la mère. Mais je pense qu'il en saisit l'intention. L'acte langagier qui répond à l'expression du bébé prépare déjà ce dernier à une communication mettant en relation ces 2 médias différenciés. Sacha a 3 semaines, et sa mère présente déjà à l'observatrice la future chambre du bébé. Il est déjà conçu comme ayant une identité distincte de celle de sa mère et des autres membres de la famille. Le temps commence à faire son œuvre dans la psyché maternelle. Il est frappant de voir se multiplier les références qu'elle y fait. Ses vêtements sont presque du 1 mois et pourtant ils sont presque trop petits. Ceci est contrebalancé par le sentiment qu'elle a en le tenant sur son ventre pour l'habiller. Il est presque comme dans mon ventre. Cela n'empêche pas la mère de confier le bébé aux bras de Florence et tout en s'adressant à Sacha, d'évoquer les futures séparations. Dans 1 an on fera des séparations ponctuelles. Cet été tu sauras t'asseoir à 7 mois. Tu profiteras plus. Je te mettrai à la halte garderie 2 heures par semaine, car les grands sont demandeurs. Damien pour aller à la bibliothèque, et Théo pour aller à la piscine. Comment ce petit bonhomme qui ne tient pas encore sa tête, peut-il être pensé par sa maman comme prenant le chemin de la halte garderie ? À partir du moment où les transformations physiques s'inscrivent dans le développement du bébé, tout devient possible. À peine porte-t-il dû 1 mois, que la halte garderie se profile à l'horizon, comme cela a été le cas de Théo puis de Damien. Lorsque la mère prend conscience que son bébé s'inscrit dans l'ordre du temps, ce dernier se propage en elle à une vitesse fulgurante, lui faisant oublier qu'il existe une durée pendant laquelle le bébé prend le temps de grandir avant de la quitter. Conjointement à cette constatation, Florence nous fait assister aux réactions qui témoignent des angoisses les plus primitives du bébé lorsqu'il perd le contact proximal avec le corps de sa mère ou avec son enveloppement corporel, le vêtement qui l'entoure. Cela est flagrant lorsque la mère change le bébé. Au moment où elle lui retire son pyjama, Sacha se met à trembler de partout. Cela entraîne une réaction classique et naturelle chez la mère. « Tu as froid ? On va faire vite ?» Ebic nous a permis de comprendre que le tremblement du bébé n'est pas provoqué par le froid, mais par l'angoisse tétanique de perdre non pas seulement le vêtement qui colle à sa peau, mais sa peau elle-même. Il ne les différencie pas l'un de l'autre à ce moment de sa vie. La maman prend Sacha dans ses bras, afin de le conduire vers le lavabo. Le tremblement cesse immédiatement, et tout se passe comme si le portage maternel lui avait redonné sa peau.
Dans le lavabo, Sacha branche son regard dans celui de sa mère qui le tient de manière continue non seulement par son attention, mais également par sa voix. Elle accompagne le rythme de ses gestes par la répétition d'une question qui tient le bébé en suspens. « Ça va, bonhomme ?» dit-elle continue. À peine sort-elle cependant le bébé du lavabo, que les poings du bébé se serrent fortement dans un geste d'auto-agrippement. La perte de la stabilité de la position qu'il avait dans le lavabo, contenue par l'eau de son petit bain, entraîne encore chez Sacha une situation d'angoisse de perte de ce qui constitue l'essentiel de son moi. La continuité de son enveloppe corporelle, de sa peau. Serrer ses poings et raidir les muscles de son corps sont des moyens primitifs destinés à remplacer ce dont l'objet vient de le priver en se décollant de lui. À cet âge précoce, le bébé étaye l'existence de son moi en se collant de manière continue sur la surface d'un objet qu'il absorbe progressivement de la sorte jusqu'à ce que, psychiquement, sa propre enveloppe soit ainsi capable de se décoller de celle de sa mère. L'intérêt de la mère pour les vêtements et les futurs vêtements de Sacha participe de cette nécessité d'avoir toujours un enveloppement à portée de main. Les semaines qui suivent conduisent Sacha vers le premier mois de sa vie. C'est une étape importante de son existence puisque c'est précisément autour de cet âge que la peau psychique du bébé commence d'exister par elle-même, créant dans il devient potentiellement capable de cacher ce qui va commencer d'exister sous la surface de sa peau. Cela se construit peu à peu. Ainsi, à 28 jours, le bébé tend ses petites mains l'une vers l'autre sans parvenir à les rassembler. Sa mère s'interroge : « Mon chéri, qu'est-ce que tu racontes ?» Sacha ne peut pas lui signifier d'une autre manière qu'il a déjà incorporé, afin de lui donner forme, l'attention qui le dirige vers un objet qu'il n'atteint pas encore. Ainsi l'adhésivité se construit à peine que déjà la mère s'interroge sur ce qu'elle permet de dissimuler. On ne sait pas ce que ça veut dire ces plaintes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.